Bonjour à tous ceux qui prennent la route, bonsoir à tous ceux qui prennent du temps pour eux, pour courir, pour faire leur sport, pour ranger le linge. Vous êtes en 2026, nous sommes en 2026, vous êtes sur le podcast de Baby Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler fiscalité en immobilier. Pourquoi c'est très important d'en tenir compte, pourquoi la spécificité de la fiscalité en immobilier par rapport à l'impôt sur les revenus des salaires, voire même de sa société. On va faire le point ensemble sur la fiscalité. J'ai passé pas mal de temps récemment à travailler là-dessus, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Comment on peut l'optimiser, à quoi il faut faire attention, tout ça, c'est ce dont on va parler pendant l'épisode. Je pense que ça va être un épisode masterclass. Il y a très très peu de podcasts qui parlent vraiment de la fiscalité en immobilier, donc ça va être un point que je trouve très intéressant, voilà, comme épisode solo. Euh, Pour le reste, avant d'attaquer, je vais vous faire 2-3 petits points. C'est un peu vie perso, mais je trouve que c'est intéressant quand même de vous les partager. Parce que, ben voilà, j'ai 260 épisodes de podcast, ça fait 5 ans qu'on se suit. En plus, c'est une semaine un peu spéciale, c'est la semaine de mon anniversaire. Donc, je suis ravi. Voilà, je suis ravi. Dans pas longtemps, je suis au soleil et je vais vous en parler dans l'introduction. Donc, avant de démarrer, sur la fiscalité, je vais vous faire 2 petits points. Un point, c'est sur mon matériel. J'ai un nouvel écran. Alors c'est un BenQ 32 pouces 4K. Je l'ai acheté 560 €. Avant j'avais un Samsung déjà 32 pouces incurvé. Et franchement, c'est un vrai plaisir de travailler avec ça. Je me suis dit voilà, je vais me faire un petit cadeau de Noël, entre cadeau de Noël, cadeau d'anniv. Donc maintenant je commence à avoir un setup qui est vraiment solide, hein. J'ai, je pense, la meilleure souris qui a, les meilleurs micros pour enregistrer, en tout cas dans la façon dont je le fais, c'est-à-dire que je puisse les emmener partout. Donc souris Logitech MX3, je crois, MX Master 3 S, les DJI Mic comme micro, et j'ai un MacBook Pro M4. Maintenant il y a les M5, je crois, mais bon, voilà. Ça tient bien la route, et cet écran, vraiment, c'est un plaisir depuis que je vois, je travaille beaucoup, parce que c'est vraiment beaucoup plus net. Donc, tout ça pour vous dire que investir dans son matériel, je trouve ça hyper important. Avoir du matériel qui marche, qui ait de la batterie, qui se charge rapidement. Voilà, quand c'est votre outil de travail, quand vous passez des heures et des heures dessus, euh, eh ben, ça vaut vraiment le coup d'investir, je trouve. Donc voilà, l'écran là, j'en suis ravi, il est magnifique. Et celui-là, il a la spécificité que ce soit la même palette de couleurs que l'écran du Mac. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas des dépenses en l'air. Enfin, quand vous passez, moi je vois toujours les gens, ils disent ouais, tu mets 1000 € dans un téléphone. Là, j'ai eu la notif, je passe en moyenne 4 heures par jour sur mon téléphone. Bien sûr que je vais mettre 1000 €. S'il fallait, je mettrais 3000 €. Je suis tout le temps dessus. C'est un truc, ça doit jamais me lâcher là. Que ce soit la batterie doit être rapide, pas je reçois un coup de fil important d'un agent IMO et puis je sais pas, le truc il bug, il lag, etc. Voilà, bien sûr, c'est avec ça qu'on travaille. Je peux que vous recommander d'avoir du matériel qui fonctionne. C'est pareil pour les voitures. Je vois beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ont vraiment des poubelles. Alors, si elles marchent et qu'elles font voiture de chantier, je comprends. Mais sinon, essayez d'avoir une voiture. Je dis pas qu'il faut une voiture, une Audi RS6, mais une voiture, je sais pas, à 10 000 € qui fonctionne correctement. Quand en fait, votre énergie, c'est ce que vous êtes le plus précieux, je trouve. On parle souvent du temps, mais en fait, c'est l'énergie, si on veut des projets. Parce on peut pas bosser 18 heures par jour tous les jours, c'est impossible. Donc en fait, faut que le matériel prenne le moins d'énergie possible. C'est-à-dire, moi, mes micros, ils sont branchés en 2 secondes, mon Mac, bah, il démarre en 2 secondes. Voilà, tout se passe bien, j'ai assez de mémoire et tout ça. Pareil, j'ai le cloud de 2 Tera, pour ne pas avoir à chaque fois à devoir effacer des fichiers, perdre mon temps avec ça. Donc voilà, le matériel, c'est très important. Je vous recommande d'investir dedans. Vous en verrez. Alors bien sûr, faut pas non plus abuser. Les écrans, c'était très dur de faire mon choix d'écran parce que soit il y a des écrans à 150 €, entre 100 et 200, soit des trucs à 2000 €. Mais voilà, là, l'écran, il est beau, il est clair, et ça me met les idées au clair. Pareil, moi j'ai des lentilles ou des lunettes. Pour ceux qui ont le cas, la plupart du temps j'ai des lentilles. Bah, je réfléchis pas de la même façon, je trouve, si j'ai des lunettes ou des lentilles. Donc
La vision, c'est super important. Je suis ravi avec mon écran. C'est de là-dessus que j'ai les ondes du logiciel d'enregistrement pendant que je suis en train de parler. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point dont je vais vous parler, c'est complément alimentaire, prise de sang. Depuis environ 2 mois, 2-3 mois, je prends des compléments alimentaires. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est très sensible à l'hiver, au manque de lumière, enfin à la lumière en général. C'est pour ça que je voyage tout le temps. J'aime bien ma base, j'aime beaucoup ma base, l'endroit où je suis basé. Mais moi, j'ai besoin de lumière. J'ai toujours ma mère, c'est marrant, elle m'en parlait il y a pas si longtemps que à l'approche de l'hiver, même quand j'étais enfant, j'étais vraiment pas bien. Et donc, je me suis dit cette année, je vais prendre des compléments alimentaires pour voir un peu l'effet et puis bien sûr le mesurer. Donc, j'ai pris et je prends toujours de la vitamine D. Alors, elle est assez peu chargée, c'est de 1000 UI, sachant que je sais qu'il y a des 20 000, 30 000, 50 000 qu'on prend qu'une fois par mois. Moi, c'est du 1000 UI que je prends tous les jours. Du magnésium bicyglinate et des oméga 3. Et j'avais du zinc et j'ai arrêté de le prendre parce que j'ai l'impression que ça me réveille la nuit alors que normalement c'est fait pour favoriser l'endormissement. Et du coup, j'ai fait une prise de sang récemment. Pourquoi est-ce que je fais des prises de sang? Notamment quand on est investisseur immobilier, si vous commencez que vous avez pas beaucoup de biens, pas de biens ou 200, 300 000 euros d'immobilier, peut-être que ça vous est pas encore arrivé. Mais au bout d'un moment, on nous demande des prises de sang pour voir qu'on est en bonne santé. Du coup, là, j'ai une prise de sang méga complète avec notamment les vitamines. Donc bien sûr, les points qu'il faut suivre, je vous apprends rien. Puis moi, je suis pas médecin, je vais pas vous donner des conseils, mais voilà, il y a tous les trucs cholestérol, glycémie, etc. Mais en plus de ça, du coup, donc ça c'est ce que la banque regarde, je suppose, et tout va bien. Par contre, franchement, là j'ai un dosage. La nana qui m'a pris la dame, je sais pas dire non, qui m'a fait la prise de sang, elle m'a dit en France vous auriez jamais eu un truc aussi complet. Je sais pas, ils m'ont pris, je sais pas combien de 8 ou 9 8 ou 9 flacons. Et du coup, je sais pas, il y a peut-être 100 données. Et il y en a deux trois qui sont légèrement en dehors des normes. Alors, les normes, elles varient d'un labo à l'autre. Elles restent toujours un peu dans les mêmes ordres d'idées, bien sûr, mais il y en a qui sont un peu plus larges que d'autres. Et ce que j'ai bien retenu, alors ça, je l'ai bien retenu, c'est la vitamine D. Donc, alors que j'en prends, il faudrait 30 microgrammes par litre au minimum, et j'en ai 27. Donc c'est pas, je suis très légèrement en dessous, mais on voit quand même que malgré les suppléments qui sont peu dosés comme je vous ai dit parce que je les prends tous les jours, je trouve que enfin je m'attendais pas à ça. Donc comment est-ce qu'on règle ça, vitamine D? On le sait, c'est par rapport au soleil et 90 à 95 des gens, ils sont en déficit de vitamine D. Donc de un, ça m'a déjà rassuré sur le fait qu'il fallait bien que j'en prenne. De deux, ça m'a encore plus rassuré sur le fait que je pars au Vietnam dans 3 semaines. Mais et voilà, donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Franchement, c'est hyper intéressant l'intelligence artificielle pour ce genre de d'analyse parce que sinon on comprend rien. Et elle m'a dit qu'avec le dosage que je prenais, en fait, ça augmente de 1 microgramme par litre par semaine. Du coup, là, ça fait déjà 2-3 mois que j'en prends. Donc ça se trouve, j'ai déjà augmenté d'une dizaine, quinzaine. Mais dans 3 semaines, parce que là j'ai 27, j'arriverai normalement aux 30 qui sont préconisés au minimum. Mais voilà, donc je trouvais ça intéressant, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait bien que je prenne des compléments par rapport à ça. Après, pour le magnésium et tout, c'est bien, mais là où on voit la puissance de l'intelligence artificielle, c'est que à l'inverse, j'ai un tout petit peu plus que prévu de vitamine B6. Et quand je lui ai demandé ce que c'était à l'intelligence artificielle, il m'a dit que c'était pas du tout grave parce que c'est très légèrement au-dessus. Mais elle m'a dit, en fait, tu prends des compléments alimentaires en magnésium et très souvent on met de la vitamine B6 qui sert de taxi, c'est comme ça qu'elle m'a dit, pour le magnésium. Et très probablement que dans ton magnésium, il y en a. Et j'ai regardé sur l'étiquette, effectivement, il y a de la vitamine B6. Et c'est là qu'on voit, je trouve, la puissance de l'intelligence artificielle. C'est que un médecin, je suis pas sûr qu'il m'aurait posé la question, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires en magnésium?
Et du coup, on n'aurait pas eu vraiment d'explication par rapport à ça. Alors que là, l'explication, elle est super simple. Et donc, voilà, vu que l'IA sait tout et se rappelle de tout, ou quasiment, et ben voilà, ça nous donne des analyses qui sont assez pertinentes. Donc, en tout cas, je sais pas si c'est par rapport à ça. Pour l'instant, je suis plutôt très en forme, je trouve. J'ai une très bonne santé morale. Je suis en forme cet hiver plus que d'habitude. Alors, est-ce que c'est les compléments? J'en sais rien. Par contre, je pense que ce qui joue énormément, c'est que depuis des mois et des mois, je mets vraiment ma priorité sur le sommeil. Alors, c'est pas un 100% de réussite, mais vraiment, surtout la semaine, j'arrive à très très bien tenir ça. Je me couche très souvent à la même heure, je me lève très souvent à la même heure, je me lève très très souvent sans réveil. Parce que je me couche assez tôt, hein. Si le réveil il vous pique, c'est juste que vous vous couchez trop tard, hein. Euh, et du coup, j'ai la montre, j'ai une Apple Watch. Elle me dit, alors elle est assez laxiste, je trouve, mais voilà, des très bons scores. Et aussi, il y a un effet un peu comme tu sais que la montre va te dire combien t'as de score de sommeil. Et ben tu peux tu vas te coucher plus tôt parce que tu sais ah ouais la montre elle va me défoncer sinon demain matin. Et donc je trouve que c'est un bon cercle vertueux en tout cas. Et donc je suis de très bonne humeur. J'ai été légèrement malade parce que je passais Nouvel An avec quelqu'un de malade. Mais voilà, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode de la semaine dernière, j'avais un peu la voix grippée. Mais en 2-3 jours, ça s'est réglé. Donc peut-être que c'est lié à ça. Donc en tout cas, je suis content, satisfait des résultats que j'ai pu avoir. Et puis je vais poursuivre là tout l'hiver avec les compléments. Et puis on refera un petit check à l'occasion. Donc voilà pour les deux introductions à ce podcast et on va du coup attaquer avec la fiscalité en immobilier. Donc on attaque cet épisode qui s'inscrit en fait dans une semaine un peu particulière. Outre le fait que c'est mon anniversaire, bien sûr, la semaine la plus importante de l'année. Non, je rigole. Ah, je rigole. Mais voilà, mardi soir, donc la veille la publication de cet épisode, j'ai fait un webinaire où j'ai montré les chiffres très concrets sur l'immobilier, la fiscalité, les 3 leviers de l'argent. Une grosse mise à jour avec les actualités récentes, mes actualités récentes en termes de marché financier, en termes d'immobilier, en termes d'opérations en cours, de revente, de fiscalité. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous poser le cadre et bien sûr, à la fin de l'épisode, je t'expliquerai ce que j'ai ouvert pour ceux qui veulent passer à l'action. Mais on va attaquer du coup avec cet épisode en plusieurs parties. Donc partie 1, ça va être le vrai problème de l'immobilier et de la fiscalité. Partie 2, pourquoi la fiscalité immobilière est en réalité assez douce. Partie 3, pourquoi tout commence par l'achat. Partie 4, que faire de l'argent quand on revend. Partie 5, multiplier les apports quand on part de zéro. Donc partie 1, le vrai problème de l'immobilier et de la fiscalité. Pourquoi l'immobilier est piégeux fiscalement au départ. Et le paradoxe. Donc, ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'immobilier, la fiscalité, elle est tellement clé dans l'immobilier? C'est tout simplement du fait de l'effet de levier. Pourquoi est-ce qu'on investit en immobilier? Parce que on achète des biens avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est tout le principe. Pour vous donner un gros exemple, on a en ce moment, on a une offre. J'en ai parlé du coup hier dans le webinaire. J'ai donné les chiffres et tout ça. Mais pour vous les redonner. J'ai fait les calculs. Appartement acheté en 2020, on a mis 9 000 € d'apport. Là, on ressort aujourd'hui. Alors, on a une offre ferme d'achat. On n'a pas encore l'argent sur le compte. Voilà, mais ça, la personne est finançable, etc. On verra bien. Tant qu'on n'a pas l'argent, on n'a rien. Mais pour vous donner les chiffres, on a une offre ferme d'achat. Donc, on sait net vendeur. Avec cette offre ferme d'achat net vendeur, on récupère 57 000 €. Donc, on a mis 9 000 € il y a 6 ans. Et on récupère, il y a 5 ans et quelques plutôt, et on récupère 57 000 €. Donc on fait un x6, ça fait donc 600% de rendement sur les capitaux investis, et ça fait 35% par an. On le sait, les intérêts composés. Voilà, quand on est à des chiffres comme ça, 35% par an, c'est énorme. Ça, c'est hors cash flow. Parce que l'appartement, il avait un petit cash flow, mais moi je dis toujours le cash flow, c'est pas vraiment le cash flow, c'est pour les débutants, c'est très important, mais l'argent il se fait en immobilier en achetant bien, en revendant bien, sachant qu'on revend normalement au prix du marché, donc faut acheter sous le prix du marché, et en ayant des biens qui se remboursent. Donc c'est la grosse force de l'immobilier avec 9 000 €.
on a un rendement qui est 3 ou 4 fois supérieur à celui de la bourse américaine sur des années qui ont été exceptionnelles pour elle. Donc, c'est vraiment le gros pouvoir de l'immobilier. Je vous apprends rien, je pense, hein. C'est pour ça qu'on en fait. Donc voilà, 9 000 euros d'apport sur un projet. On ressort avec 57 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Premièrement, on a très bien acheté. Et quand est-ce qu'on a acheté? Donc je vous l'ai dit, c'est la semaine de mon anniversaire. Donc je me rappelle très bien quand j'ai visité ce bien, j'avais le repas de famille de mon anniversaire. Je suis sorti de là samedi à 15h, je sais plus. Je suis allé visiter le bien et j'ai fait une offre en sortant. Et voilà, en janvier, en Alsace, il fait dégueulasse, il fait gris. C'est pas une bonne période pour vendre un appartement. Et du coup, j'ai pu super bien négocier le prix. Déjà, si j'étais allé le voir, c'est que c'était une bonne affaire. Et il était à 115 000 euros affiché. On l'a payé 98 000. Donc, très content avec ça. Et c'est pour ça que, en fait, et je vais vous en parler tout au long de cet épisode, mais le mois de janvier, c'est un hyper bon moment pour soit acheter son premier bien, soit continuer à investir. Parce qu'à partir d'avril, c'est un peu la pire période, on va dire, dès qu'il commence à faire beau. C'est pas pour ça qu'il faut pas y aller, hein, mais c'est prouvé, hein, les chiffres le prouvent. On paye les biens les plus chers au printemps. C'est le renouveau, il fait beau, les gens ils veulent enfin se lancer dans leurs objectifs et du coup c'est là qu'on paye les biens les plus chers. On les paye il y a un écart à peu près de 4% je crois entre les mois où où il fait où il fait les plus beaux et les mois où il fait les moins beaux. Donc voilà, donc ça c'est le gros avantage de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Effet de levier tout simplement. Voilà, on a pu acheter un bien à 98 000, on avait un emprunt de 97 500 sur un bien à 98 000 euros, qui était 98 000 frais d'agence inclus. Et ben on s'en sort avec 5 ans après à 57 000 euros. Alors là, vous pouvez mettre toute l'inflation que vous voulez, on est largement gagnant. Mais le paradoxe de l'immobilier, c'est quoi? C'est que en fait, on rembourse de l'argent. Mais c'est pour ça qu'on le fait, hein. On achète des biens avec de l'argent qu'on n'a pas, qui est remboursé avec de l'argent qu'on ne sort pas de sa poche, mais celui des locataires. Mais le gros problème, eh ben, c'est que cet argent qu'on rembourse à la banque, donc la partie du capital, hein, pas les intérêts, on est taxé dessus. Et donc, on est taxé sur de l'argent qu'on n'a pas. C'est ça le gros problème, le cash squeeze, comme on dit souvent en immobilier. Eh ben, en fait, c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que quand vous avez l'imposition sur votre salaire, eh ben déjà maintenant, je crois en France, il y a les retenues à la source et tout ça. Donc vous allez pas être en négatif, en cash négatif à la fin de l'année. Vous aurez quand même, indépendamment de votre salaire, plus d'argent que zéro, forcément, parce que vous avez touché votre salaire. Ok, il est amputé et peut-être il est trop amputé de l'impôt sur le revenu, mais en immobilier, vous pouvez ne plus avoir de trésor à cause des impôts. C'est vraiment ça le gros problème. Et je pense que tout le monde en a conscience, mais je préfère le rappeler et voir pourquoi c'est si important. Donc, je le répète, en immobilier, les impôts, ils peuvent vous mettre en négatif. Là où, normalement, sur les autres revenus, eh ben, on paye une partie des revenus qu'on a touchés. En gros, on paye des impôts sur une partie des revenus qu'on a touchés. Il y a des petites exceptions, mais voilà. Vous voyez bien, tu payes la flat tax sur tes dividendes. Les dividendes, tu les as payés, tu les as reçus et tu payes la flat tax dessus. Donc tu seras jamais à zéro. Là où en immobilier, vu qu'on rembourse la banque et qu'on est taxé sur une bonne partie de ce remboursement, eh ben c'est là où on peut vraiment être en difficulté et puis tout perdre. Hein. Si on n'a plus de cash, on peut pas payer tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer la fiscalité en immobilier. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie 2. Mais voilà, c'est vraiment violent au début, d'autant plus que à cela se rajoutent des taxes sur l'achat et la possession. Sur l'achat, les frais de notaire, à peu près 9 200 € à l'heure actuelle quand on achète pour 100 000 € d'immobilier, et la détention, les taxes foncières. Donc tout ça, ça fait que la fiscalité, elle est quand même très importante en immobilier. Elle est plus importante que dans d'autres domaines. Mais vu qu'en fait, c'est pas sur de l'argent vraiment qui nous appartient,
et ben c'est pas grave. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, hein, sinon on serait pas investisseur immobilier et on n'aurait pas des résultats, rappelez-vous, x6 sur l'argent que j'ai investi. Donc si aujourd'hui, enfin voilà, c'est exactement pour ça en fait qu'on le fait. Hein. Donc ça veut dire que si aujourd'hui j'avais les mêmes résultats à 100 000 euros d'apport, j'aurais 650 000 euros dans 5 ans. Et avec 650 000 euros, tu peux faire après tout ce que tu veux dans la vie. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc la partie 1, le vrai problème de l'immobilier, de la fiscalité, c'est que elle peut vraiment vous mettre plus que dans le rouge, là où sur vos salaires, sur vos dividendes, sur les autres revenus, vu qu'on rembourse pas à la banque, on n'a pas de sortie de cash qui est inhérente à l'activité, eh ben on a moins ce problème de d'être ruiné tout simplement par une mauvaise fiscalité. Partie 2, pourquoi la fiscalité immobilière est en réalité douce quand on la maîtrise? Bah, à l'inverse, et en fait ça c'est la magie de la France quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas vraiment compte. Mais vu que moi je suis à l'étranger, je le sais, à l'étranger la fiscalité elle est beaucoup plus simple. Mais qui dit simplicité dit aussi moins de possibilités d'optimisation. Parce que il n'y a pas tous les dispositifs qui existent en France. Donc, il y a beaucoup moins d'optimisations qui sont possibles, alors qu'en France, il y a plein d'optimisations qui sont possibles. Dans le webinaire d'hier, je vous l'ai montré, alors que j'ai des dizaines de lots, j'ai jamais payé 1 € d'impôt sur mes loyers en immobilier, que ce soit en nom propre ou en société. Donc ça, c'est quand même magique. C'est la bonne spécificité de la France. Si on a les bons, alors si tu as les mauvais, t'es parti pour 62% d'impôts. Hein. Mais si tu utilises les bons leviers fiscaux sur les bons biens, je vous donne un exemple. On le sait très bien, le meublé, c'est une des possibilités pour payer moins d'impôts sur les loyers. Il y a des personnes qui vont faire des maisons meublées. Bah, s'il n'y a pas la demande, ça sert à rien. Donc, où il y a des personnes qui vont faire du déficit foncier à l'inverse sur des biens qui vont faire des travaux juste pour payer moins d'impôts, mais au final le bien ils auront perdu du fric parce que en fait ils auront tout vu qu'ils comprennent pas très bien la fiscalité et le marché. C'est vraiment en fait faut avoir une connaissance complète à la fois de tout le marché immobilier en dehors de la fiscalité et après intégrer l'aspect fiscal parce que si tu te trompes là-dessus t'es mort. Si tu revends trop tôt parce que tu as une bonne connaissance du marché immobilier, mais tu vends trop tôt parce que tu te dis ah bah le marché il a pris, je peux revendre, mais tu vends trop tôt, tu te fais avoir. Là récemment j'ai vu une vidéo de Mounir de Finaré qui expliquait son investissement immobilier. C'est, je pense, un très très bon entrepreneur. Ce qu'il a fait avec Finari, pour ceux qui connaissent, c'est bien. Même si la plateforme j'ai testé, moi, ça fonctionnait pas bien parce que j'ai trop de lots, trop d'emprunts, ça marchait pas. Mais voilà, c'est sa chaîne YouTube et puis il a levé des très grosses sommes mais ça se voit que c'était pas un investisseur immobilier et du coup, il s'est raté sur le financement, il s'est raté, il a revendu trop tôt et du coup, il s'est fait défoncer par les impôts et il dit qu'il a pas gagné avec l'investissement immobilier, c'est pas bien. Bah non, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que si t'es pas investisseur immobilier formé, tu fais des erreurs. À l'inverse, il est super bon dans son business, là, il a levé 30 millions, ce que je suis incapable de faire. Est-ce que la plupart des investisseurs immobiliers sont incapables de faire? Donc, chacun son business, mais si tu as une mauvaise compréhension, t'as beau être quelqu'un d'intelligent, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, ben tu te rates, tu te fais défoncer par les impôts, ton bien il est pas rentable, tu t'es pris plein de galères et mais c'est juste qu'on s'improvise pas investisseur immobilier. C'est une vraie activité. Ça demande du temps, ça demande d'être formé, ça demande de faire des choix qui sont judicieux. Et un des choix qui est judicieux, c'est vendre au bon moment. Et vendre au bon moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand à la fois le marché et la fiscalité sont alignés. Si tu payes pas d'impôts, je donne un exemple, au bout de 30 ans, paye pas d'impôts sur la plus-value en France. T'as des gens qui vont garder un bien 30 ans pour ça. C'est complètement idiot. Si le marché il te permet de récupérer au bout de 5 ans, 3/4 de la somme que tu récupéreras dans 30 ans, bah récupère-la tout de suite. Qui sait, en plus dans 30 ans, toute la fiscalité aura changé et le bien sera énormément détérioré. Mais voilà, on peut ne pas payer d'impôts sur les loyers pendant des années. On parle de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Vraiment,
ça, la fiscalité, elle se pilote surtout quand on a un peu de cash. Pas seulement, mais quand on a un peu de cash, ça peut être très intéressant de piloter sa fiscalité. Et c'est quand même magique de pas payer, de fiscalité sur les loyers qu'on touche, sur l'enrichissement qu'on a, quitte à la payer plus tard. Parce que à la fois, en fait, en France, on peut optimiser la fiscalité à en payer moins dans l'absolu, mais aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que on peut piloter la sortie de cash. Et en fait, quand on commence, c'est vraiment le gros problème qu'on a tous, c'est le cash. On n'a pas de cash, on n'en a jamais assez. Voilà, il y en a, ils en ont plus assez au bout d'un projet à 100 000 euros. Il y en a, ils en ont plus assez au bout d'un projet à 2 millions d'euros, mais on finit toujours par avoir un petit problème de cash. Et ça, c'est la grosse puissance de la France, c'est que on peut à la fois optimiser, payer moins d'impôts dans l'absolu. Par exemple, sur les frais de notaire, il y a des choses à faire pour payer moins d'impôts. Euh, et sur les distributions d'argent des sociétés, sur le LMNP, il y a même des choses à faire pour payer moins d'impôts dans l'absolu. Mais en plus, on peut piloter le moment où on sort du cash pour les impôts. Et c'est ça qui change tout. Il vaut mieux payer des impôts au moment où on a revendu le bien, on a récupéré de l'argent, que quand tu viens de changer la chaudière, que tu as un locataire qui te paye pas et que malgré tout tu dois payer des impôts sur ces biens. Donc voilà, c'est vraiment quand on maîtrise la fiscalité, c'est le gros avantage de la France. On paye pas d'impôts sur les loyers aussi longtemps qu'on les détient. On peut optimiser bien sûr les sorties d'argent et et en plus, on peut surtout sortir le moment où on sort les impôts, le cash. Ça, c'est un truc, je pense, qui est très important, que tout le monde a du mal à assimiler, alors que pour moi, c'est évident. C'est en fait ce qui tue les gens, ce qui tue les boîtes, ce qui tue tout par rapport aux impôts, c'est qu'en fait, on te les demande beaucoup trop tôt. On te les demande beaucoup trop tôt dans la vie de ta société, dans ta vie en général. Voilà, franchement, si c'était bien fait le monde, on devrait payer, OK, peut-être plus d'impôts au moment, peut-être quand on a 55 ans, qu'on te laisse acheter ta résidence principale, qu'on te laisse élever tes enfants, qu'on te laisse monter en carrière et ensuite seulement après tu paies les impôts. Non, ce qu'il y a, c'est que, on a l'impression qu'on avance de 3 pas, on recule de 2 et demi. C'est ça vraiment qui tue avec les impôts. T'en payes beaucoup toute ta vie, limite t'en payes un peu moins quand t'es plus âgé alors que t'as moins de besoins. Alors que dans une vie mieux équilibrée, bah, ce serait bien de se dire OK, là, il y a peut-être toutes les dépenses de sa vie, peut-être qu'on voudrait que les gens ils fassent plus d'enfants. Donc ce serait pas mal que on les assassine pas de 25 à 45 ans, le temps qu'ils aient payé leur maison, qu'ils aient élevé les enfants et puis après avoir un peu plus d'impôts à payer pour équilibrer. Je dis pas que je suis expert en politique, mais je trouve que c'est vraiment le problème du décaissement quasi instantané, voire avant même que tu as gagné de l'argent. La plupart des impôts, ils sont basés sur des sociétés, sur la comptabilité. La comptabilité n'a rien à voir avec le cash. Je pense que la plupart des gens le savent, mais quand même, quand tu fais une vente un pro, il te paye pas directement, il met pas sa carte de crédit. Et donc parfois, surtout si tu as des business avec l'État, tu vas avoir des revenus alors même que t'as pas touché l'argent. Et là, tu vas devoir payer des impôts. C'est ça qui tue les boîtes. Donc vraiment, cette temporalité de l'impôt, pouvoir la piloter quand on maîtrise la fiscalité, c'est hyper important. Et c'est un des gros avantages de la France, en plus du levier bancaire. Souvent, on dit que la France, c'est un paradis bancaire. Je pense que c'est vrai. Il y a d'autres pays qui sont quand même pas si mal, hein. Mais la France, elle est vraiment niveau bancaire dans le top avec les apports qui sont très faibles, les durées qui sont assez longues, les taux qui sont assez bas, les indemnités de remboursement anticipé qui sont plafonnées, les taux qui sont fixes sur 20 ans, les possibilités de renégocier et tout ça. Donc ça, c'est pour ça la France, c'est trop bien. Voilà. À l'inverse, OK, on a cette fiscalité qui peut être douce dans certains aspects. À l'inverse, il y a deux points qui sont qu'on peut légèrement optimiser, mais qui sont quand même bien pénalisants. C'est les frais de notaire à l'achat et qui
qui empêche de revendre vite, parce qu'en fait, t'as payé des frais de notaire qui sont très importants à un moment où t'as pas encore touché le loyer. Donc ça, on peut les optimiser, on peut en payer moins, on peut gagner plusieurs centaines, voire milliers d'euros si on fait ça bien, mais il faut quand même les payer. Et après, les taxes foncières sur lesquelles on aurait en théorie de la marge, mais sur laquelle en fait on n'en a pas. Mais à l'inverse, l'imposition des loyers, l'imposition des plus-values peut être largement optimisée, et l'imposition des sorties de trésorerie. Donc tout ça, ça peut être très bien optimisé. Peut-être pour ceux qui me connaîtraient pas, moi en fait alors je suis pas du tout, c'est pas mon métier, je suis pas expert comptable, mais j'ai une formation d'expert comptable. J'ai étudié la finance pendant 12 ans, la fiscalité, j'ai travaillé dedans pendant des années, enfin plutôt la comptabilité. Et du coup, c'est pour ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et sur lequel je me suis toujours renseigné, je continue de me renseigner. Et à la fois l'aspect comptable et l'aspect fiscal, je sais que il y a des personnes, par exemple, les amortissements comptables, ils comprennent pas vraiment ce que c'est. Quand l'État nous remet la réintégration des amortissements comptables, peut-être que ça leur parle pas, qu'ils voient pas l'imposition, enfin l'effet en termes d'imposition. Mais moi, c'est vraiment des choses dont voilà, c'est de l'acquis plus qu'acquis, plusieurs fois par semaine, je fais face à ces concepts et donc c'est pour ça. Donc je suis pas expert comptable, je pourrais l'être, hein, j'ai un diplôme pour l'être, alors pas en France, mais je pourrais l'être. Et puis en France, il faudrait que j'ai un bac+5 en comptabilité et après je suis parti parce que sinon il faut faire encore 3 ans. Et 3 ans pour travailler en France, ça m'intéressait pas, surtout quand on part de zéro comme moi, enfin peut-être de moins 4 000 euros. C'était comme ça que j'ai commencé ma vie pro. Et malheureusement, les salaires de experts comptables mémorialistes, ils étaient pas assez élevés pour la vie que je voulais. Donc voilà, partie 3, pourquoi tout commence à l'achat. Donc en fait là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fiscalité, il faut la déterminer au moment de l'achat. Et comment est-ce qu'on la détermine? Alors, à la fois sur sa personne physique, où est-ce qu'on en est dans sa vie, mais surtout sur le type de bien. C'est-à-dire, si, admettons, un bien, donc moi je dis toujours, hein, l'argent en immobilier, il se fait à l'achat, il faut faire des bonnes affaires. Je vous parle de négocier les biens depuis 3 ans, 4 ans, combien j'ai négocié. Là, vous vous en rendez bien compte. Le bien là qu'on revend, on l'a acheté 98 000, on revend 130 000 net vendeur. Sur les 130, donc sur les 32 000 de plus-value, en fait, il y a 17 000 que j'ai négocié sur les 30 000 de plus-value. Après, le reste de l'argent qu'on récupère, c'est ce qui a été remboursé, ce qui fait qu'on a 57 000 au tout. Mais je veux dire, il y a 32 000 de plus-value sur le bien. Comment elle vient d'où cette plus-value? Elle vient à 17 000 de l'argent que j'ai négocié. Et quasiment tout le reste, c'est juste que j'avais bien identifié le bien à la base. Et c'est tout. Le marché, depuis, dans cette ville, il a quasiment pas pris. Donc, et de toute façon, on n'a pas la main mise dessus. Si les taux avaient continué à rester bas comme ils l'étaient, en 2022, les prix étaient plus élevés. Mais là, il s'avère que les taux ont augmenté en 2022. Ils sont un petit peu redescendus, mais ils sont toujours ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, entre 3 et 3,5% sur 20 ans. Et donc, tout de la plus-value, en fait, qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a décidé de le vendre là, elle s'est faite à l'achat, en fait. Et donc, à l'achat, ça a été la combinaison de j'ai négocié 17 000 euros sur ce bien, et en plus, à la base, le bien, c'était une bonne affaire. Et c'est la question qui revient tout le temps. Pourquoi t'as pas d'immeuble? Ce bien, je l'ai acheté à à une dame. Euh, c'était pas une hippie, mais un peu une sorte de hippie, on va dire, si on devait la résumer. Elle allait d'ailleurs déménager en Ardèche ensuite. Elle avait refait le bien pour sa locataire, qui devait lui racheter, mais finalement, elle lui a pas racheté. Ensuite, elle l'avait donné à une association pour des personnes un peu dans le besoin. Ensuite, et je crois que c'est après ça qu'elle avait tout refait. Et là, je le vends à une musicienne. Donc, pourquoi est-ce que j'achète des appartements et pas des immeubles? Parce que moi, je me concentre pas sur le cash flow, je me concentre sur l'argent et les problèmes qu'on aura. C'est-à-dire que dans ce bien, on n'a quasiment pas eu de problème. J'y suis allé, Michel, mon associé, il a été 1 heure en tout.
Moi, j'étais peut-être 5 heures parce qu'on a fait rentrer 2 fois des locataires. On a eu un problème on a eu un problème de volet et de VMC, quoi. C'était réglé en deux. C'est pas moi qui m'en suis occupé. Et en fait, on achète à un bon prix. Je veux dire, ce prix, on l'aurait pas acheté si ça avait été un immeuble de rapport, ça aurait été qui nous l'aurait vendu? Un investisseur. Donc on l'aurait pas vendu, euh, on l'aurait pas acheté en négociant aussi bien, parce que l'investisseur il est conscient des prix, il est conscient de la rentabilité, etc. On l'aurait pas exploité avec autant de cash flow et on n'aurait pas vendu un peu un appartement coup de cœur à un investisseur. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'immeuble. La principale raison, c'est ça, c'est-à-dire j'ai passé 0 temps et je peux acheter à des personnes qui sont pas acheteurs professionnels, vendeuses professionnelles, et je peux vendre à des gens qui sont pas acheteurs professionnels ou semi-pro, ce que vous voulez. En tout cas, on vend et on achète des situations et ça change tout. Ça change tout. Si j'avais acheté des immeubles, voilà, il y a des personnes, ils prennent 50 000 euros sur un immeuble à 400 000 euros. Nous, on prend 50 000 sur un appart à 100 000 et dans lequel on a passé 0 temps. C'est encore ça que... Donc voilà. Donc, la négociation, ça se joue à l'achat. Enfin, l'achat, c'est le plus important. Combien vous achetez, combien vous négociez. Et ensuite, bien entendu, c'est le plus important, c'est la fiscalité. Elle dépend à la fois de votre personne, mais surtout du bien. C'est-à-dire si le bien il est déjà loué, si on peut acheter un bien qui est déjà loué en nu, mais que vous payez 30 000 euros de moins qu'un bien qui est pas loué. Par exemple, parce que quand vous achetez un bien qui est loué, contrairement aux immeubles de nouveau, tu peux acheter un appartement qui est loué. Mais du coup, toutes les personnes qui voudraient ce bien pour leur résidence principale sont exclues du marché des acheteurs. Et donc toi, tu peux acheter ce bien beaucoup moins cher, souvent, mais la fiscalité, si tu l'achètes par exemple en nom propre, que tu gagnes bien ta vie, tu vas te faire défoncer. Donc, il faut optimiser la fiscalité en fonction du bien. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est loué ou non? Est-ce qu'il y a des travaux ou non? Est-ce que le marché meublé s'y prête ou non? C'est ça, en gros, les questions qu'il faut se poser. Donc voilà, l'argent, il se crée à l'achat. C'est vraiment mon ADN. Il faut faire le plus de visites possible pour trouver des biens. Toutes les personnes là, on a encore Damien et Maë, ils ont fait des visites, ils ont carrément trop de biens maintenant à des offres. Les prix qu'ils ont proposés, d'abord ont été refusés sur certains biens, et là maintenant ils sont acceptés. Ils ont carrément trop de biens sur les bras. Idem, Sébastien, il a fait des visites là récemment, quelqu'un d'autre euh, que j'accompagnais. Il a trouvé des biens, voilà. Faut bien acheter, et pour bien acheter, il faut beaucoup visiter, il y a pas de secret. Voilà. Et franchement, dans l'immobilier, il faut passer à l'action, mais les compétences, c'est vraiment très très important. Parce que si tu passes ton temps à chercher n'importe quoi, ou si tu achètes avec le mauvais régime fiscal, eh ben t'es mort tout simplement. Ou en tout cas, Emmanuel Macron va t'envoyer un courrier pour te remercier pour ta grande générosité envers le trésor public français. Ce que chaque Français, c'est sa mission en fait dans la vie, c'est de donner le plus possible aux impôts. Partie 4, que faire de l'argent quand on revend? Donc, il faut savoir que quand on revend, il y a de l'imposition en France, mais cette imposition, il y a plusieurs possibilités pour en payer moins en fonction donc soit vous prenez la fiscalité 36,2 en nom propre, euh, c'est le tarif en ce moment, ce qui reste pas si cher, hein. Si vous regardez votre travail, il est taxé à 100%, en gros. Pour gagner 3 000, tu coûtes 6 000, donc tu es taxé à 100%. Là, ça va, tu payes que 36,2. Mais en plus, il y a des choses qu'on peut déduire et tout, donc au final, même si on revend assez rapidement, on paye pas les 36,2. Après, il y a des exonérations qui existent. Je pense que vous les connaissez. Bon, déjà, la résidence principale, pas d'impôt. Il y a l'exonération dont notamment avait bénéficié Fabrice, que j'ai reçu sur le podcast il y a à peu près un mois. C'est-à-dire quand tu vends une résidence secondaire mais que t'as pas été propriétaire de ta résidence principale depuis 4 ans, tu peux revendre exonéré aussi. Et quand on est en société, on peut revendre également. Du coup, c'est pas du tout la même fiscalité qui s'applique quand on est à l'IS, mais ce qu'il y a, c'est quand quelque chose dont on ne tient pas forcément compte, mais qui est dans la réalité, c'est que quand on achète beaucoup,
on a des déficits qui sont énormes. Et du coup, ces déficits qui sont énormes fait qu'on peut sortir de l'argent gratuitement pendant assez longtemps. Bien sûr, c'est de l'argent qu'on a mis souvent. Après, il y a des charges qu'on peut rajouter, qui sont pas des charges vraiment fictives, mais qui sont des charges sur lesquelles on pourrait discuter, en tout cas qui permettent d'optimiser et donc de sortir de l'argent avec moins d'impôts que ce qui est prévu, c'est-à-dire donc 36,2 sur les reventes en nom propre, IS à 15 ou 25 plus flat tax pour pour l'argent qui est en société, mais voilà, avec des optimisations qui sont tout à fait possibles et voilà, comme je dis, c'est beaucoup moins taxé dans tous les cas que le travail, sachant qu'en plus c'est taxé sur de l'argent avec l'effet de levier, donc sur de l'argent qui nous appartient, mais qu'à la base on n'avait pas. À l'inverse, ton salaire, tu t'es levé tous les matins, tu t'es tapé les bouchons, t'es peut-être dans les bouchons en train d'écouter ça, tu t'es pris ton patron qui t'a crié dans les oreilles, t'as fait des tableaux Excel qui t'ont pas intéressé, ou t'as saigné, t'as sué dans ton chantier, et tu payes 100% d'impôt dessus, quoi. Alors faut pas me dire oui c'est des cotises qu'on récupère, on sait très bien les cotises dedans il y a beaucoup de cotises retraite qui payent les retraités actuels, voilà la Sécu on sait comment ça marche etc. Donc que ce soit si c'est ton patron qui le paye ou toi c'est la même chose hein, cotisation patronale salariale à la fin c'est la même chose hein, c'est voilà tu payes 100% d'impôt. Donc même si tu payes 50 c'est 2 fois moins cher et en plus bah, t'as pas sué autant pour l'avoir, t'as pas tu peux optimiser ce que tu peux pas faire non plus sur ton salaire, hein. Tu peux pas optimiser les charges patronales qui sont payées sur ton salaire. Donc voilà, c'est quand même assez magique tout ce qu'on peut faire, même si bien sûr, si on pouvait payer moins d'impôts, on serait content. Par contre, quelque chose peut-être dont on se rend pas bien compte, c'est en France, on se plaint toujours des impôts et tout, c'est à quel point les impôts, ils font quand même baisser le marché immobilier. Si on regarde les prix rien qu'en Europe, dans les pays qui sont plus doux fiscalement, c'est-à-dire l'Irlande, la Suisse, le Luxembourg, les prix, ils ont rien à voir avec ce qu'il y a en France. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai mon cousin qui habite à Zurich, 100 mètres carrés, ça coûte 1,8 million de francs, donc 1,9 million d'euros. Donc voilà, on est dans ces tarifs-là à Zurich. Ok, c'est Zurich, mais c'est quand même assez hallucinant. À Dublin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent carrément plus du tout à se loger, tellement en fait les prix ont augmenté. Au Luxembourg, les prix doivent être entre, je sais pas, 6 et 14 000 euros dans le pays. Donc voilà, tout ça fait que la fiscalité mine de rien, elle baisse aussi les prix de l'immobilier. C'est des pays dans lesquels t'as jamais de rentabilité locative. T'en as juste jamais, en fait. Donc, ok, faut la piloter. Ok, quand on la sort, c'est embêtant, mais faut aussi voir un peu la big picture et se dire, voilà, dans ces pays où la fiscalité est plus douce, où les revenus sont plus importants aussi, bah, à Hong Kong, là, j'ai Arnaud, Mehmet, que, que j'ai vu quand j'étais à Hong Kong, les prix sont aussi hyper élevés. Donc cette fiscalité en France, elle est ce qu'elle est. On peut s'en plaindre, mais en fait, elle a quand même maintenu les prix assez relativement bas par rapport au reste du monde. Et du coup, ça permet d'avoir encore de la rentabilité là où clairement on n'en a pas dans plein d'autres endroits. Donc voilà. Et que faire de l'argent quand on revend? Donc là, c'est une vraie question. Soit en fait, ce que j'ai fait moi pendant longtemps, c'est c'est reparti en apport. C'est comme ça que j'ai pu faire grossir mon parc, parce que même si on a des bons revenus, ça suffira jamais à combler les apports. C'est-à-dire que moi, par exemple, en 2022, je vous avais fait un épisode dessus, j'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier. 1 million d'euros d'immobilier, ça fait à peu près 80 000 euros de frais de notaire. Et en gros, j'ai payé plus ou moins, cette année-là, j'ai dû payer peut-être 120 000 euros d'apport. Même si on gagne bien sa vie, 120 000 euros d'apport, c'est très 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 long, sachant que on essaye de pas mettre. Déjà, ça faisait des années que j'en achetais des biens, donc j'en avais déjà cramé du cash avant, j'en ai recramé après. Et même si on gagne bien sa vie, même si t'épargnes, allez, 3 000 euros par mois, ça fait 40 mois, 120 000 euros, c'est énorme. Donc voilà, en fait, le levier du salariat, il est, enfin, que ce soit du salariat ou d'une activité même de consultant ou quoi, il est trop faible tout seul pour
pour accélérer sur le long terme. Il est très très bien et il faut s'en servir aussi longtemps que possible pour lever de la dette. Selon moi, en tout cas, hein, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est mon conseil, enfin ma façon de voir les choses. Donc on s'en sert, c'est comme ça que j'ai fait moi. Hein. Je me suis mis le plus de dettes possible que j'ai pu. Et ensuite, ce qui a été le plus freinant pour moi, ça n'a pas été mes revenus, ça a été les apports. Du coup, j'ai revendu des biens, j'ai récupéré de l'apport, et grâce à ça, j'ai pu enchaîner. Et maintenant, l'apport n'est plus du tout un problème. C'est plutôt peut-être mon taux d'endettement qui est à, je sais même pas à combien il est, plus que 50%, c'est sûr. Mais voilà. C'est plutôt ça qui est le point bloquant, là où au début c'était plutôt l'apport. Donc qu'est-ce qu'on fait des apports? Bah là, on en a discuté avec Michel. Donc soit on va s'en servir pour acheter des biens sans clause suspensive d'obtention du crédit, pour acheter des biens beaucoup moins chers. Comme je vous l'ai dit, le moins cher on paye les biens, le plus on gagne d'argent. Donc ça serait une solution. Soit en attendant, c'est ce qu'on va faire, on va sortir l'argent gratuitement du fait des déficits et ensuite, on va l'investir en bourse tout simplement. Et le jour où on trouvera un projet où il faudra mettre le cash, on mettra le cash comme ça. Donc ça va être ça, je pense là, qu'est-ce qu'on fait de l'argent quand on revend? Donc bourse, de toute façon à long terme, tout ira en bourse. Hein. On n'ira pas gérer de l'immobilier, je pense, à 75 ans. Donc c'est pour ça que la bourse, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dedans et la bourse c'est super. En plus, en tout cas moi avec mon courtier, je peux déjà sortir l'équivalent d'un bien en sorte de prêt lombard. C'est pas un prêt lombard, mais en gros avec la garantie des titres que j'ai, je peux sortir l'équivalent de un bien euh, comme ça en 2 jours. 2 jours, je tire l'argent. C'est bon. Bien sûr, je paierai des intérêts, mais je rembourserai jamais le bien. Je rembourserai jamais le prêt si j'ai pas envie de le rembourser. Donc les intérêts sont à de l'ordre de 5%, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire. Et donc voilà, projection à long terme, soit on accélère, projection moyen terme, accélérer dans l'immobilier avec les reventes, projection à long terme, passer full marché financier ou quasiment. Voilà, partie 5. Donc je vous refais le plan, ce qu'on a fait. 1. Pourquoi est-ce que l'immobilier, c'est le vrai problème de la fiscalité en immobilier, c'est que en fait on paye de la fiscalité sur de l'argent qu'on n'a pas. Partie 2, pourquoi la fiscalité est en réalité douce? Plein de déductions, plein d'abattements du fait de la complexité française. En fait, on peut piloter à la fois combien on paye, on peut payer un peu moins de frais de notaire, payer beaucoup moins d'impôts sur les loyers, on peut optimiser la revente. Donc en fait, elle est pas si importante que ça. Partie 3, pourquoi tout commence par l'achat et la négociation? Parce que, en fait, même si vous avez je peux vous donner un conseil pour jamais payer d'argent sur vos loyers, vous achetez des biens pas rentables et vous les revendez moins cher que ce que vous les avez payés, vous allez perdre plein de fric, mais vous allez pas payer d'impôts. Et c'est le cas de ceux qui ont fait des Pinel, hein, tout simplement. J'en ai racheté plein, des fins de Pinel. Les gens, ils ont perdu 50% du prix d'achat. Et moi, j'étais très content de pouvoir racheter des biens relativement récents, en bon état, pas cher. Donc voilà, tout commence à l'achat et la négociation bien achetée et ensuite bien optimiser la fiscalité en fonction de l'achat qu'on fait. Partie 4. Que faire de l'argent quand on revend? Donc voilà, acheter nos DRS6, peut-être pas le meilleur plan. Immobiliser l'argent sans rien en faire, peut-être pas le meilleur plan. Donc voilà, recycler intelligemment, soit repartir sur des projets, soit un petit peu plus gros, soit plus de petits projets, soit négocier vraiment dur en disant qu'on n'a pas besoin de la clause d'obtention du crédit. Et voilà. Et ensuite, nous à terme, l'idée c'est que tout finisse en bourse. Partie 5, multiplie les apports quand on part de zéro. Donc ce sera la dernière partie. Donc on a déjà un peu parlé. Donc l'épargne seule pour moi elle est trop lente. En tout cas avec le rythme de vie que j'ai voulu, le mode de vie que j'ai actuellement. Voilà, je pars encore au Vietnam, j'ai un budget voyage qui est très conséquent, plus que le prix d'une voiture tous les ans, parce que c'est la vie que j'ai choisie, c'est ce que j'ai envie, c'est ce qui me rend heureux, ce qui me crée des bons souvenirs, ce qui me permet de connecter avec les gens. Mais du coup, pour moi, l'épargne en mode au début, je l'ai fait, hein, j'avais pas d'argent, hein, je l'ai fait, vivre un peu comme un moine, je l'ai fait pendant quelques années, mais ensuite ça a pas suffi. Donc option 1,
on achète des biens sous le prix du marché, 1, 2, 3, et après, peut-être au bout de 3, on en revend un, ce qui me permet d'accélérer. C'est comme ça qu'on peut créer la boule de neige. Ou option 2, c'est pas obligatoire, mais c'est une option quand même que je recommande, c'est d'avoir un side business. La plupart des personnes que j'ai en coaching ou quoi, elles ont un métier qui leur plaît, c'est juste qu'ils rapportent pas assez, elles se voient pas faire ça toute leur vie, mais aujourd'hui, elles sont pas vraiment en souffrance. J'ai fait un épisode sur comment quitter le plus vite possible son métier grâce à l'investissement immobilier. Je vous invite à l'écouter si c'est vraiment votre cas, mais si vous êtes dans le cas standard, c'est-à-dire le métier il est pas mal, c'est pas horrible, c'est pas forcément 10 sur 10, c'est allez 6, 7 sur 10, c'est juste qu'ils payent pas assez, ou je me vois pas faire ça toute ma vie, ou peut-être que le marché dans lequel je suis, il est en train d'évoluer de façon négative. Donc ça fait que on veut une nouvelle vie, un nouvel objectif, etc. Donc, on peut créer, si on le souhaite, une activité complémentaire. Donc, c'est le troisième levier de l'argent, hein. Si vous regardez par rapport à ce que j'ai déjà fait l'épisode de la semaine dernière. Donc, premier levier, le plus puissant, le plus pour démarrer, celui sur lequel je parle le plus, dont je parle le plus, c'est l'immobilier. Partie 2, la bourse qui prend qui prendra le relais en même temps. Partie 3, si on veut accélérer, des options, c'est de se focus de nouveau donc sur l'immobilier, ou alors créer des side business comme Kevin que j'ai pu avoir sur le podcast, qui a dit que j'ai coaché, qui a dit bye bye patron avec ses side business, comme moi j'en ai avec le podcast, avec les gens que je mets en relation. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai parlé hier dans le webinaire, c'est quand même un business il y a des mois à plus de 10 000 euros, hein, plusieurs par an. Donc voilà, c'est quand même un business qui rapporte, sachant que c'est ma 4 ou 5e source de revenus en termes d'importance. Donc créer des side business ou juste avoir un objectif. On peut écrire des livres comme je l'ai fait. Par exemple, c'est un business qui est assez simple, qui va prendre du temps, mais c'est un business qui fonctionne et qui est accessible à tout le monde. Ou alors on peut juste entre guillemets, faire l'assistant de quelqu'un qui vous explique ce qu'il faut faire, juste parce qu'il a plus le temps, et on peut être payé pour ça même si on n'a pas vraiment de compétences. On apprend, faut juste être quelqu'un d'intelligent et de motivé, parce que de toute façon, il y a beaucoup de métiers qui sont très spécifiques, mais quand on a, comme moi, j'ai quelqu'un qui m'aide avec le podcast, eh ben, ça peut être tout à fait une option de juste, voilà, ok, c'est changer son temps contre de l'argent, mais c'est pour gagner plus d'argent. Et de toute façon, ben voilà, vous pouvez pas, même si vous faites du sport 1 heure et demie par jour, il y a un moment, il vous en reste, si vous voulez atteindre vos objectifs, il vous en reste quand même du temps pour faire une activité complémentaire. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on a la fiscalité, qu'on peut multiplier les apports en optimisant la fiscalité et en optimisant ses activités. Et aussi quand on a un side business, on peut créer une société qui permet aussi de piloter la fiscalité plus facilement que si on est auto-entrepreneur ou salarié. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé de mon matériel que j'ai pour le podcast. Bah, quand l'écran à 560 euros, le MacBook, je sais pas combien il vaut, peut-être 1600 euros, mes micros 300 euros, mon téléphone 1000 euros, ma souris, je sais pas 150 euros. Bah voilà, si vous avez une société et que ça c'est des besoins que vous avez pour votre société, vous allez pouvoir le déduire à la fois du résultat et récupérer la TVA. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'est ça un peu la magie de voilà. Donc c'est bien sûr pour votre usage professionnel, hein, il faut pas le détourner de ça, mais c'est une possibilité qu'on n'a pas quand on est soit auto-entrepreneur ou soit salarié. En profession libérale, c'est différent, mais quand on est oui salarié ou auto-entrepreneur. Voilà, du coup pour comment est-ce qu'on peut faire pour multiplier les apports quand on part de zéro. Et donc, je vous en ai parlé pendant des semaines. Là, j'ai rouvert et je rouvre pour une semaine. L'épisode, il sort vous savez très bien quand il sort, le 14 janvier. Et du coup, pour une semaine, je rouvre les portes de l'Académie des gros billets. Qu'est-ce que c'est l'Académie des gros billets? C'est le programme que j'ai
qui permet d'activer tous ces leviers. Donc le levier comment négocier un bien immobilier, comment lever de la dette, comment maintenant optimiser sa fiscalité. Si vous êtes déjà membre de l'académie, bien sûr, vous avez accès à tout ça. Et là, vous avez reçu le mail d'accès de la formation à la fiscalité, sur laquelle je vous montre vraiment, je vous détaille les comptes comptables, des charges qu'on peut passer, le type de charges qu'on peut passer, comment on peut baisser la fiscalité à l'achat, les frais de notaire à l'achat, quand revendre, comment tenir compte des possibilités qu'il y a à la revente pour aussi économiser vraiment. Alors là, c'est en dizaines de milliers d'euros à la revente, hein, ce qu'on peut faire si on revend avec le bon régime fiscal et au bon moment. Donc ça, je vous explique tout ça, toute la fiscalité. Je passe même en revue la CFE, mais c'est surtout voilà, société, impôt sur la SCI à l'IS, LMNP, LMP, l'ENU, donc je fais l'achat, donc c'est-à-dire frais de notaire, exploitation, donc loyer, revenu de l'immobilier en général, et CFE, taxe foncière, donc la détention, et à la revente, comment est-ce qu'on est imposé, comment est-ce qu'on optimise la fiscalité. Donc tout ça, c'est dans l'Académie des gros billets. Et après, j'ai les autres leviers que je vous explique également. La bourse, comment est-ce qu'on investit. J'ai aussi une formation qui inclut sur la crypto avec mon ami Sam, qui a fait des millions d'euros en crypto. Et ensuite, le troisième levier avec tout ce qui est les side business et l'intelligence artificielle. On en parlait en introduction, comment on peut s'en servir pour sa santé. On peut s'en servir dans plein de business. Je m'en suis servi. J'ai fait un live sur le sujet pour piloter les travaux, donner à mon artisan ce que je voulais, et je vous ai fait un comparatif récemment d'ailleurs entre ce que j'avais acheté, ce que l'IA m'avait donné, et le résultat après travaux de l'artisan en vrai. Je pense qu'il y a personne qui a fait ça nulle part. J'ai jamais vu aucune vidéo qui parle de ça, de un avant IA et après. Il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à juste regarder ce que l'IA permet. Là, vraiment, les travaux, je les ai faits, je les ai payés. Le bien, il est loué. Donc, tout ça, vous y avez accès dans l'Académie des gros billets. J'ouvre pour une semaine l'Académie des gros billets. Vous avez en fait deux types de formules. Une formule où bien sûr c'est pas obligatoire, mais c'est inclus, où vous avez un appel avec moi pour faire le point sur vos objectifs, sur là où vous voulez aller. Et parce que en fait moi j'adore échanger avec les auditeurs, et en fait j'ai bien vu bien sûr que c'est en les coachant qu'on a les résultats. 100% des gens que j'ai coachés ont des résultats, donc la question elle se pose pas. Après, quand je vais à des événements, que j'organise des événements, j'aime bien savoir quand quelqu'un vient me voir, ah bah je suis membre de cette formation, et ben j'aime bien savoir que j'ai pu l'aider, qu'il l'a vraiment suivi, etc., qu'il a des résultats. Donc, première option, un seul appel. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez avoir accès à, bien sûr, à toutes les formations que je propose, y compris celles sur la fiscalité, avec cette formule, et une autre formule où je vous accompagne sur toute l'année 2026 avec 5 appels. Donc, un appel pareil pour mettre le cap, et ensuite un appel par trimestre pour vous faire le suivi de vos objectifs, là où vous en êtes. Ça, forcément, je le limite énormément. Je le limite à 10 places. Je l'avais fait la dernière fois. Les 10 places sont parties rapidement la dernière fois que je l'ai fait. Et c'est aussi pour ça que j'ouvre que pendant une semaine, parce que après, comme ça, je peux faire les appels. Ensuite, je peux partir au Vietnam avec mon associé. Et surtout, j'ai le temps vraiment de m'occuper de tout le monde, de suivre tout le monde. Et par contre, je pense que ça va être vraiment probablement la dernière fois, je sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais probablement la dernière fois où ça va être vraiment moi qui vais faire les appels. Je suis déjà en discussion pour avoir des personnes, bien sûr, en qui j'ai entièrement confiance, et que j'ai même moi-même formé pour faire les coachings. Ce sera pas pour cette fois, ce sera du coup là, si vous nous rejoignez, ce sera vraiment moi qui vais le faire. Mais je pense que ce sera la dernière fois où vous serez en tout cas sûr que ce soit moi qui vous fasse ces appels. Donc, je vous laisse aller sur le site grosbiais.com/levier au singulier pour en savoir plus. Vous avez le lien dans la description. Et du coup, comment vous allez pouvoir activer ces 3 leviers. Ça s'applique que vous soyez investisseur complètement débutant. La plupart des personnes que j'ai aidées avaient moins de 5 biens immobiliers. La plupart en avaient 0. Mais après, j'ai eu des personnes avec des patrimoines en millions d'euros. Et je pense qu'on a toujours à apprendre de chacun. En plus, je fais toujours un tarif qui est quand même accessible
pour tout le monde, mais qui est quand même un peu engageant pour que les personnes passent vraiment à l'action. Voilà, vous avez toutes les infos, grosbiais.com/levier, et c'est pendant une semaine, donc vous avez jusqu'au 21 janvier pour rejoindre. Après, les portes seront fermées comme elles l'étaient depuis des mois, comme elles le seront pendant plusieurs mois. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous souhaite encore tout le meilleur et j'espère vous avoir de l'autre côté pour pouvoir échanger directement avec vous sur vos projets en vous voyant rejoindre l'Académie des Gros Billets. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Ne vous faites pas plumer par les impôts. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Et la semaine prochaine, on aura un épisode exceptionnel. Ce sera plus un épisode solo. Ce sera un très bon épisode enregistré dans des extrêmement bonnes conditions avec une personne que j'apprécie énormément. Et on parlera pas d'immobilier. On parlera de business, d'ouvrir un business très rentable avec mon ami que vous allez découvrir si vous ne le connaissez pas. La semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.